Bienvenue au Régional, votre bulletin d'information locale dans la vallée du Richelieu, présenté par TVR 9. Cette semaine, à l'émission, Stéphane Paradis, conférencier et auteur de Gustave et compagnie. Marilyn Nadeau, préfète de la MRC de la vallée du Richelieu. Christine Larrivée du SDEM-SEMO Montérégie. Dominique Trudeau, directrice d'Intergénération Québec. Chantal Lagacé, artiste en art visuel. Finalement, la docteure Alexandre Mathieu du CI3S de l'Est de la Montérégie pour les cas de rage du raton laveur. Je m'appelle Marc-Antoine Harvey et je serai votre animateur pour cette édition du Régional. Bonne émission! Débutons l'émission avec les nouvelles en manchette cette semaine. La Direction de santé publique de la Montérégie sonne l'alarme concernant les habitudes de vie de ces adolescents du secondaire. Les plus récents résultats de l'enquête québécoise sur la santé des jeunes révèlent une détérioration de l'alimentation, l'activité physique et le sommeil depuis plus de 10 ans. En Montérégie, moins d'un jeune sur 3 mange suffisamment de fruits et légumes, alors que 22 000 adolescents arrivent à l'école le ventre vide chaque matin. Côté activité physique, seulement 29 % des jeunes atteignent les 60 minutes d'exercice recommandées par jour. Enfin, à peine la moitié des adolescents dorment suffisamment durant la semaine. La santé publique appelle les familles, les écoles et les municipalités à se mobiliser pour favoriser de meilleures habitudes de vie. L'Association du baseball mineur de Belleuil amorcera sa saison estivale dans la semaine du 18 mai avec une hausse importante des inscriptions. Cette année, 372 jeunes de 4 à 18 ans porteront les couleurs des Braves, dont 72 filles, permettant la formation de 4 équipes entièrement féminines. L'organisation parle d'une augmentation d'environ 10 % par rapport à l'an dernier. Parmi les moments forts de l'été, la journée d'ouverture du 6 juin au parc Lorne Worsley et le tournoi provincial présenté du 8 au 12 juillet. L'Association du baseball mineur de Belleuil, qui célèbre cette année son 45e anniversaire, est également à la recherche de bénévoles pour la saison. Les élus municipaux de Mont-Saint-Hilaire verront leur rémunération augmenter en 2026. Le salaire du maire passera d'environ 84 700 à plus de 89 000 soit une hausse d'environ 5 %. Du côté des conseillers municipaux, l'augmentation atteindra 15 %, portant leur rémunération annuelle à un peu plus de 24 500 $. La Ville précise que ces ajustements visent à assurer une équité avec d'autres municipalités comparables et à mieux reconnaître les responsabilités liées à la fonction d'élu. À compter de 2027, la rémunération sera aussi indexée annuellement selon l'indice des prix à la consommation de la région de Montréal. À Mont-Saint-Hilaire, un terrain de la rue Cardinal pourrait accueillir une nouvelle école privée axée sur la pédagogie en nature, l'école Nature Active. Une demande de modification de zonage a été déposée afin de permettre l'implantation de l'établissement et le dossier est actuellement à l'étude au comité consultatif d'urbanisme. Le projet porté par la Fondation Nature Active prévoit l'accueil d'environ 150 élèves du préscolaire jusqu'à la 6e année dans un environnement d'apprentissage lié à la nature et à la communauté. L'ouverture officielle est envisagée pour 2027, avec une première cohorte attendue dès la rentrée 2026-2027 dans un site temporaire à Otterburn Park. Le conseil municipal devra éventuellement se prononcer sur la demande de changement de zonage. Le massothérapeute de Mont-Saint-Hilaire, Yvon Poirier, a été condamné à 2 ans de prison pour des agressions sexuelles commises sur 4 clientes. L'homme de 69 ans devra aussi verser 12 000 $ en dédommagement, respecter une probation de 3 ans et il lui sera interdit d'offrir des soins impliquant un contact physique. L'affaire remonte à 2021, alors qu'une première enquête de la Régie intermunicipale de police Richelieu-Saint-Laurent avait mené à l'identification de 8 victimes potentielles. Yvon Poirier a été reconnu coupable de plusieurs chefs en décembre dernier et a récemment plaidé coupable à une accusation supplémentaire. Le dossier se poursuit toutefois en cours d'appel. La toute première édition du Festival du Richelieu aura lieu les 6 et 7 juin à Pointe-Valène, à Otterburn Park. Organisé par le club de canotage OBC, l'événement vise à promouvoir l'accès à la rivière Richelieu et à sensibiliser la population à son usage récréatif.
Le 6 juin, les citoyens pourront assister à la course des élus où plusieurs municipalités de la région seront en compétition. Le 7 juin, la descente du Richelieu proposera une traversée de 12 km en canot ou en kayak entre Chambly et Otterburn Park. Une foire d'exposants et spectacles municipaux compléteront la programmation avec une participation attendue de plusieurs milliers de visiteurs. Voilà, c'était vos nouvelles de la semaine. Avec nous en studio, M. Stéphane Paradis, qui est conférencier et auteur. Il y a sa compagnie Gustave et compagnie. Bonjour, M. Paradis, merci d'être avec nous. Bonjour, Marc-Antoine. Merci de l'invitation. Bien, ça fait plaisir. On voulait vous avoir avec nous pour vous parler de votre implication dans les écoles. Commencez par nous expliquer, ça vient de où, Gustave et compagnie? Bien, j'étais un ex-animateur radio, moi. J'ai perdu ma job en l'an 2000. La station pour laquelle je travaillais, la défunte Ciel FM 98,5 Montréal, ils ont fait faillite. Alors, je me suis dit à ce moment-là, qu'est-ce que j'aimerais vraiment faire dans la vie? Donc, c'est aller porter mon CV chez le compétiteur ou me lancer dans l'entrepreneuriat. Puis, j'avais déjà donné un atelier pour les enfants. Puis, j'avais quelques expériences aussi avec les jeunes. J'avais donné un atelier quelques mois avant sur la motivation scolaire. C'est une amie qui m'avait invité en classe. J'avais adoré ça. Alors, je me suis dit, « Hey, Steph, c'est le temps, lance-toi là-dedans. » Et puis, les jeunes décrochaient à 1 sur 3 au Québec à ce moment-là, ce qui fait que je voulais leur donner une conscience de leurs valeurs. Je voulais leur montrer qu'on peut avoir plus confiance en nous et leur montrer que l'école, ça peut être plus cool qu'ils pensent. C'est ça qui vous a fait allumer là, quand vous avez vu dans leur regard que ça rejoignait les sujets que vous abordiez? Et j'ai commencé à bâtir mes ateliers, mes conférences. Il y a des écoles qui m'ont fait confiance, ça fait 26 ans. Et puis, ça fait boule de neige. Et j'adore ça. Je suis dans mon carré de sable. Les gens qui me connaissent, là, je suis vraiment... Je pense dans mon élément. Il y a bien des affaires que je ne peux pas faire dans la vie, mais ça, connecter avec les enfants, connecter avec les gens du scolaire, parce que je donne des ateliers pour les enfants, principalement de 3 à 6e année. Je donne des conférences pour les profs, les parents, toute personne en charge des enfants. Puis je parle d'estime de soi, je parle de motivation, je parle de persévérance en classe. Mais aussi, je parle plus du côté positif. Je vais moins parler d'intimidation, je vais plus parler de respect de l'autre, je vais moins parler de décrochage scolaire, je vais parler d'accrocher à l'école, le pourquoi et le comment. Et puis, écoutez, c'est beau de voir les jeunes se faire dire qu'ils sont merveilleux, sont beaux, sont fins, sont capables, mais qui ont des limites et on va les accompagner dans ces limites-là. Qu'est-ce que ça prend pour justement accrocher ces jeunes-là? Là? Quel environnement ça prend à l'école pour leur permettre de fleurir? Il faut d'abord se fonder sur notre propre potentiel. Puis je dis toujours aux gens, avant d'être intéressants, soyons intéressés. Informons-nous sur nos élèves, nos enfants. Questionnons-les. Allons apprendre à les connaître. Derrière un comportement, il y a une émotion, il y a un bagage, il y a une histoire. Allons apprendre à connaître les enfants. Marc-Antoine, à chaque atelier que je donne, je m'informe des élèves avant. Il y a un questionnaire qui est envoyé au prof. Et puis le prof me retourne ça et on révise ça en corridor pendant 5 à 10 minutes. Je ne fais pas de grand gymnase. Je fais classe par classe. Pourquoi? Parce que je vais aller toucher l'enfant dans son monde. Alors, en apprenant à connaître les enfants, on personnalise une approche. Et quand on personnalise, l'enfant sent qu'on lui parle à lui, qu'on lui parle à elle, qu'on l'amène dans notre monde, oui, mais qu'on plonge dans le sien. Et ça, écoute, c'est comme lui dire, je t'entends, je t'écoute, je te vois. Et puis, l'enfant se sent tellement valorisé. Je pense qu'il faut commencer par apprendre à connaître nos enfants, nos élèves. Puis allons donc sortir du cadre. Allons donc être nous-mêmes. L'école, c'est un laboratoire. C'est une place où on peut être nous-mêmes. On peut essayer quelque chose. On peut mettre un peu plus de variété dans notre ton, notre attitude. Amener des silences. Tu sais, il y a un principe du parcomètre. Au tout début de ma carrière, il y a 26 ans, je mettais un 25 cents dans le parcomètre de l'attention et j'avais 20 minutes d'attention. Je faisais une blague, je faisais un déplacement, j'avais 20 minutes d'attention. Maintenant, c'est tellement rapide. On est tellement en compétition avec YouTube, PlayStation, les jeunes ont besoin de plus de rapidité, d'être stimulés. Mais ce n'est pas impossible de les intéresser. Il faut juste être dans notre folie personnelle. Alors, quand on met un 25 cents, aujourd'hui, on a de 2 à 3 minutes d'attention. Mais bon, on dit qu'on peut avoir du fun pareil. Tu sais, on peut enseigner des maths. Tu sais, mon père enseignait des maths en secondaire 4. On peut enseigner des maths, mais on peut enseigner des maths en étant nous-mêmes puis en mettant un peu plus de couleur dans ce qu'on fait. Vous l'avez abordé, c'est ce qui a changé le plus en 26 ans, selon vous, là, les enfants et leur attention. T'sais, avant, peut-être qu'on pouvait se permettre
d'avoir des petites périodes où on donnait plus de matière. Là, il faut avoir de l'énergie, du dynamisme. Je vous parle, là, vous êtes dynamique, ça paraît là, que vous êtes capable de captiver l'attention. Pour les professeurs, dans la vie de tous les jours, comment on fait pour garder ces habitudes-là? C'est juste de se mettre dans la peau de l'enfant. Tu sais, je ramène à mon père. Mon père faisait de l'humour dans ses cours de maths 436. Je ne sais pas si vous avez survécu au maths fort de secondaire 4, mais, mais j'ai eu mon père comme prof. Je le sais, mon père faisait une blague, 2 blagues, 3 blagues par cours. Pas toujours dynamique, mais un moment donné, il enseignait. Oh, quelque chose de nouveau. Oh. Il faisait comme une brisure. Faisons des brisures. Allons amener les élèves à bouger, à s'interroger. Interagissons avec nos enfants, nos élèves. Vous avez écrit un livre. Oui. Qu'est-ce qui vous a amené là, à faire l'écriture de ce livre-là? Qu'est-ce que vous voulez aborder comme sujet? Bien, en fait, c'est des petites choses qui font une grande différence. Tu sais, avant de reconnaître la valeur d'un enfant, apprenons à le connaître. Je reviens à ça encore. Chercher à connaître avant de reconnaître. Donc, ça, c'est 26 ans de constat dans les écoles, aussi de ma vie personnelle. C'est 26 ans de petits moments qui, en classe, généralement en classe, ont, à mon avis, fait une différence. C'est des témoignages, c'est de l'émotion, c'est de l'humour. C'est un livre super accessible. Puis je vais le dire, moi, je dénigre pas les tasses, le chocolat, les fleurs, les cartes cadeaux, mais comme cadeau de fin d'année pour une enseignante ou n'importe quel membre du personnel, c'est-à-dire éducatrice en service de garde, TES, etc., je pense que c'est un beau cadeau. Il y a une histoire là-dedans que vous vouliez nous raconter. Oui, mais Samuel... Et dans le livre, Samuel, je le rencontre, c'est mon 3e atelier à vie. 3e, je suis nerveux, je leur pose la question, quel est ton plus grand rêve? Et Samuel ne me répond pas sur le coup. Et Samuel, à un moment donné, lève la main et me regarde et en pleurant me dit, mon plus grand rêve, c'est de me faire appeler par mon prénom. Et là, les élèves baissent tous les yeux sur leur pupitre. Moi, je dis à Samuel, tu t'es affirmé, c'est beau, c'est magnifique. J'espère qu'il y aura un résultat. Et 2 semaines plus tard, je reçois une belle enveloppe, ma première enveloppe de témoignage à vie, la classe de Samuel. Couleur, tout ça, histoire, sauf la lettre de Samuel qui était noir et blanc. On pense que c'est la plus plate, mais c'est la plus intéressante de la série. Il me disait, Stéphane, merci d'être venu parce qu'après ta visite, tout le monde m'appelle par mon prénom. Et j'ai adoré ta représentation sur l'école. Je t'ai trouvé intéressant et comique, signé Samuel. Ça m'a dit quoi? Depuis ce temps-là, Marc-Antoine, je n'hésite pas et je n'oublie jamais de demander le prénom de chaque enfant, de s'assurer que tous les prénoms soient là, parce que ça me rappelle que les plus petites choses font une grande différence. Ça fait une différence dans plein de sphères de la société aussi. Là. Pour être honnête, quand vous êtes arrivé ici, vous avez demandé le prénom à tout le monde, vous appelez les gens par leur prénom. Est-ce que c'est ça, s'occuper des gens? On peut occuper les autres, mais s'occuper des gens, est-ce que ça fait partie de ça? C'est un service client qu'on offre. Quand on rencontre quelqu'un, c'est un service client. Qu'on soit dans un commerce, une école, peu importe. Je ne dis pas qu'un enfant est un client, mais s'occuper de quelqu'un, hein, vous l'avez si bien dit, occuper quelqu'un, on pense aux écrans maintenant, mais s'occuper de quelqu'un, c'est le valoriser. Moi, j'aime rencontrer les gens dans les écoles, j'aime apprendre le prénom du concierge, parce que quand il entre en classe, et je sais que c'est M. Bernard. M. Bernard, je l'appelle M. Bernard, il a l'air de quoi? Il a l'air de quelqu'un, ah mon Dieu, il se souvient de mon prénom first. Puis deuxièmement, les élèves le voient comme quelqu'un qui a une importance. Ça part par des petites choses. On peut tous être une courroie de la transmission, de la bonne humeur dans une école ou même dans une famille, mais ça, il faut juste choisir l'être. Stéphane Paradis, vous êtes conférencier et auteur. Si vous avez un cadeau à faire à votre enseignant ou quelqu'un à votre école, achetez ce livre-là, c'est plein de belles histoires. Aussi, je pourrais leur proposer quelque chose de spécial. Le site gustave.ca. Oui. Aussi, si vous voulez avoir une activité dans votre école de M. Paradis, faites-le, ça vaut la peine. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je souhaite de passer encore beaucoup de temps dans les écoles du Québec puis à faire la différence dans la vie des jeunes. Surtout. Merci Marc-Antoine de l'invitation. Bon été à tout le monde. Nous sommes maintenant avec la préfète de la MRC de la Vallée du Richelieu, Mme Marilyn Nadeau. Bonjour. Bonjour, M. Gilbert. On est avec vous avec votre chronique habituelle sur le retour sur la dernière séance du Conseil. Mais avant d'aborder directement la séance du Conseil, on avait quelques informations en rafale qu'on tenait à présenter aux citoyens. Oui, c'est toutes des bonnes nouvelles. Oui, c'est bon, on aime ça. Oui, donc on va commencer avec notre éco-centre. On a augmenté les heures d'ouverture parce qu'on est victime de notre succès. Ouais. Les gens viennent porter beaucoup de choses, donc on s'est mis avec un peu plus d'heures pour pouvoir aider la communauté là, à venir
printemps, c'est la voir. grosse saison. Hein. Là, on se rend compte qu'il y a plein d'affaires qu'on n'a plus besoin. Oui, on fait du ménage. Donc, il y a aussi un événement qu'on a annoncé la semaine dernière. C'est le rendez-vous entrepreneurial 2026. En fait, ici à Belleuil, lors de ce lancement au bar bar à croissant. Oui. Ça a Donc, été un grand succès, là. oui, Ouais. on a lancé cette journée-là qui va être le 1er octobre prochain à l'hôtel Rive-Gauche de Belleuil. Il va y avoir beaucoup d'activités, en fait, entourant l'entrepreneuriat et surtout la conférence de M. Pierre-Yves Mixwin qui va être là. Invité Donc, de Marc qui en connaît un peu sur le sujet de l'entrepreneuriat. oui, puis je pense qu'il va venir nous parler de bâtir notre marque entrepreneuriale. Donc, ça va être très intéressant. Puis on a beaucoup de bons partenaires, donc vous allez pouvoir aller voir notre site là, pour pouvoir vous inscrire à partir du 2 juin prochain. Que les billets vont être mis en vente. Oui! Ouais, on mettra le lien en bas d'écran. Parfait. Puis aussi, on a eu un événement à Saint-Charles-sur-Richelieu. En fait, le 23 avril dernier, ça a été un gros succès et ça s'appelait Culture et culture quand l'art fait sens. Donc, ça a été tellement magnifique et animé, entre autres, par Yoda Lefebvre, qui a pu justement nous animer et nous démontrer à quel point qu'on est riche en culture et culture avec vraiment beaucoup d'artistes et d'artisans. Donc, ça a été vraiment magnifique, une belle initiative avec nos producteurs agricoles et nos chefs aussi. Qui n'est jamais en manque de mots, M. Lefebvre, conteur très connu. Oui, on l'aime beaucoup. Très intéressant. Oui, on a eu aussi une rencontre avec nos producteurs agricoles, la MRC, puis il y a eu beaucoup de bels échanges parce qu'on veut travailler pour notre communauté, pour les changements climatiques. Donc, on a parlé de notre qualité de l'eau et évidemment toute l'érosion des berges. C'est pas facile la cohabitation pour ces gens-là, que c'est comme des milieux moitié urbains, moitié agricoles, au niveau de la circulation notamment. Là. Oui, effectivement. Donc, cette circulation-là, qui est périurbaine, en fait, eux, ils conduisent des gros tracteurs. Donc, on essaie de faciliter cette cohabitation-là avec eux. Donc, On espère que les conducteurs vont être patients parce que c'est quand même très, très riche ce que ces producteurs-là essaient de faire. Donc, on appelle à la patience des automobilistes. Effectivement, oui. Donc, c'est ça pour cette belle rencontre-là. Puis là, évidemment, on a eu le 21 mai. La dernière séance de conseil, et là, il y a quand même beaucoup de faits saillants, là, beaucoup d'informations à transmettre. Ah oui, tantôt on parlait du ménage de printemps, mais là, c'était à peu près ça aussi à la MRC. Mais on a commencé vraiment à travailler beaucoup pour la vitalité de nos milieux, la culture, la mobilité, l'aménagement du territoire. Et avec le programme Vitalité, entre autres, on a quand même donné des sous à la municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu pour un projet d'embellissement du parc des loisirs. Donc, c'était longtemps attendu, cet embellissement-là. Pour la belle municipalité de Saint-Jean-Baptiste aussi, nous avons le projet de médiation culturelle rassembleur qui va être mis de l'avant quand la Coupe du monde de cyclisme va passer à Saint-Jean-Baptiste. C'est tellement dommage que ce genre d'événement-là peut passer inaperçu parce qu'on est conscient que c'est peut-être pas une grande ville, mais c'est quand même, on parle d'une Coupe du monde. Là. Oui, puis elle va passer sur une partie de notre territoire. Donc, il va falloir être vraiment présent à ce moment-là. Puis là, il va y avoir ce projet de culture. Donc, il y a un appel à candidature des artistes pour pouvoir travailler avec de la matière récupérée et surtout en lien avec le cyclisme. Et puis, on a aussi accepté le reboisement social qui s'est fait justement dimanche le 24. Dimanche dernier, le 24, oui. Oui. Donc, on a pu avoir là, plus d'une trentaine de personnes qui sont venues mettre. Fait que les citoyens ont répondu à chandail. l'appel parce que, Ah dans oui. le fond, on fournissait des arbres à planter aux citoyens. Oui, avec Arbre Évolution. OK. Puis on a pu faire vraiment une belle mixité là, d'arbustes et de conifères. Puis vraiment, c'était pour aider ce milieu inondable, en fait. Donc, on va être capable de capter l'eau avec ces arbres-là. Ah, c'est super. C'est bien, oui. Donc, on voit aussi que, tu sais, puis là, on a parlé aussi de culture à la séance. C'est quoi les dernières nouvelles en lien avec la culture? Écoutez, on le sait, c'est un bassin de culture hein, dans la vallée du Richelieu. Donc, on a débuté à donner, on a octroyé en fait un montant à la Route des Arts du Richelieu. On sait à quel point qu'ils travaillent fort pour garder la culture vivante dans notre milieu et même un peu plus dans les environs. Ensuite, il y a le festival Opélaï. Opélaï. Oui, à Ottoburn Park qui va avoir lieu le 1er août. Donc, De la musique électronique. Oui. Ouais. Ça qui peut aller chercher
chercher peut-être un peu plus nos jeunes aussi. Effectivement, Ouais. ou beaucoup nos plus vieux, Ouais. dans le temps des psychédéliques aussi. Oui, oui, Donc, les synthétiseurs. oui, exactement. Donc, ça va être très intéressant. On a donné un montant d'argent. Et ensuite, Chant de Vielle. Qui est un incontournable. Évidemment, à Saint-Antoine-sur-Richelieu, c'est à partir du 5 juillet prochain. Donc, ça n'a pas manqué. Fait que vous voyez à quel point qu'on est bien garni dans la vallée du Richelieu d'activités Mais culturelles. on n'a jamais trop de bonnes nouvelles, fait qu'on est très content d'entendre ça. Oui, puis là, ben, tant qu'à faire, hein, on est dans la culture, on va faire une nouvelle politique culturelle et patrimoniale avec la coopérative de travail L'Enclume. C'est un mandat qui a été donné. On va suivre ça de près. Puis, des fois, ce qui fait que les villes de la vallée du Richelieu manquent un peu de publicité où le monde se demande si ils pourraient y déménager. Le transport en commun est souvent un enjeu qui est souvent ramené. Donc, il a été aussi question de mobilité à la dernière séance. Écoutez, M. Gilbert, la mobilité, là, j'en parle tellement. Hein? Donc, en fait, pour ce projet-là, c'est en lien avec la MRC qui développe une démarche municipalité Amis des aînés. Et c'est avec 3 municipalités qu'on va voir à du projet collectif en commun avec Saint-Mathieu-de-Belleuil. Saint-Marc et Saint-Jean-Baptiste. Et voilà. Ouais. Oui, donc on va voir un projet commun pour ce transport-là qui va être fort utile étant donné les besoins de cette clientèle. Quand on parle d'environnement aussi, il y a toute la gestion des eaux qui est encore d'actualité à la séance du Conseil. Et surtout primordial. Donc, on va faire des nettoyages de cours d'eau, dont 2 importants, que la MRC, en fait, c'est nous qui avons la compétence de pouvoir déléguer là, des travaux qui vont s'opérer dans le profilage et pour aider à cette érosion-là des berges là, auxquelles on tient à ce qui reste en place. Non, c'est ça qui reste là pour pas que ça inonde, que les berges restent en place et qu'il n'y ait pas d'inondation non plus. Et voilà. Et on a parlé de ménage de printemps la dernière fois, donc on ne peut pas passer à côté des matières résiduelles. Effectivement, nous avons eu beaucoup de règlements, dont un qui va être important. Allez voir sur notre site mrcvr.ca. Allez voir que justement, qu'on fixe un objectif pour un encadrement plus clair, plus actuel, pour améliorer nos pratiques sur notre territoire. Donc, c'est vraiment à suivre. Le temps passe très vite. En terminant, est-ce qu'il y avait un dernier message que vous voudriez passer à la population? Oui, bien, continuez votre bon ménage, hein? Puis allez porter le tout à l'éco-centre, que ce soit réutilisé ou bien récupéré. Et je vous dirais d'aller vers le monde de la culture pour... je sais que le beau temps retarde, donc c'est le temps d'aller c'est ça, on s'abreuver. sent en automne encore un petit peu. Oui, donc allez profiter de ces activités-là. Puis merci encore de nous avoir invités ce mois-ci. Bon, au niveau de la culture, on ne manquera pas de point de départ, certainement, avec toutes les bonnes nouvelles que vous êtes venus nous transmettre. Madame Nadeau, merci beaucoup d'être venue nous parler aujourd'hui. Merci, M. Gilbert. Donc, en studio avec moi, Mme Christine Larrivée, agente de communication et de liaison au SDEM CEMO Montérégie. Bonjour, Mme Larrivée. Bonjour, Mme White. Donc, on vous reçoit aujourd'hui pour discuter de votre organisme, le SDEM CEMO Montérégie. Vous fêtez vos 45 ans cette année. Oui, exactement. Donc, 45 ans d'histoire. Dans le fond, ça fait 45 ans qu'on accompagne les personnes en situation de handicap à réintégrer le marché du travail, mais surtout aussi à se maintenir dans leur travail. Puis, comment ça fonctionne? Les gens vous approchent. C'est quoi le parcours qui doit arriver pour retourner ou rentrer pour la première fois dans le milieu du travail? Bien, pour accéder à nos services, c'est vraiment super simple. Dans le fond, on lance là, justement lors de notre 45e notre tout nouveau site web, donc avec un tout nouveau formulaire pour s'inscrire chez nous. Fait que c'est en complétant le formulaire qu'on va communiquer par la suite avec les gens, leur donner rendez-vous à un conseiller. On a différents services, donc déjà au téléphone, on va évaluer l'employabilité des gens, on va regarder ce qu'ils ont fait avant, puis on va les référer vers le meilleur service chez nous. Puis, est-ce que vous êtes aussi un peu une agence de placement, dans le sens que vous aidez les gens à se placer, à trouver l'emploi parfait pour eux? Bien, oui, c'est sûr qu'on est différent d'une agence de placement parce que nous, on tente vraiment de faire le match parfait et surtout, on veut vraiment travailler sur le maintien. Notre objectif, c'est pas tant de les placer, mais c'est effectivement qu'ils se maintiennent longtemps en emploi. Donc, on va vraiment offrir un service sur mesure à la personne, donc selon ses compétences, selon déjà est-ce qu'elle est capable de faire
faire ses démarches, mais on va l'accompagner là, pour la rendre le plus autonome possible, mais au besoin, bon, évidemment, c'est toute la rédaction du CV, toute la rédaction des lettres de présentation, explorer les opportunités, on va faire toute la connaissance de soi, donc on va vraiment tout faire avec eux. On peut se présenter à l'entrevue, oui, effectivement, démarcher des entreprises, sensibiliser l'entreprise. Et une fois qu'on a retrouvé l'emploi aussi, on peut faire des interventions dans l'entreprise pour aller faire de l'entraînement à la tâche, développer des outils pour rendre nos clients plus productifs. Donc, on offre vraiment un service sur mesure, autant à la personne en situation de handicap qu'à l'entreprise. Donc, à quoi ressemble ce parcours? Parce que ça doit prendre quand même beaucoup de confiance pour une personne en situation de handicap de cogner à votre porte puis de dire « j'ai besoin d'aide pour réintégrer ou trouver un emploi ». Est-ce que vous accompagnez dans ce parcours à trouver de la confiance? Bien, oui, bien sûr. Il y a vraiment beaucoup de travail en amont qui peut se faire. Là. Donc, on va travailler la gestion du stress. Nos clients, en général, vont être anxieux. Donc, on va travailler ça avec eux, développer des outils pour ceux qui n'en ont pas. Donc, on va vraiment bien les accompagner. Puis, effectivement, certaines personnes peuvent hésiter à avoir recours à nos services parce qu'ils ont peur de l'étiquette. Mais moi, je tiens à les rassurer qu'on ne mentionnera jamais le diagnostic à l'employeur. On va toujours régler ça dans notre bureau avant, comment ils souhaitent qu'on présente ses limitations. Moi, je dis toujours que chaque individu a son mode d'emploi. Donc, on a tous des belles forces. Nous, c'est ce qu'on vend. On vend des forces. On va aussi prévenir l'employeur de quelles sont les conditions gagnantes pour que ça se passe bien. Et voici les éléments auxquels il faut faire attention. Fait que c'est comme ça qu'on travaille. Puis c'est des matchs parfaits souvent là, qui vont se faire aisément. Là. Puis avez-vous justement une anecdote pour nous d'un match parfait qui est arrivé? Ah bien, j'en ai plein. Hein? Ça fait 28 ans, moi, que je travaille au SDEM, CMO Montérégie, donc des belles histoires. J'en ai plein. Je pense à un de mes anciens participants qui avait un handicap physique, donc qui avait pas de bras. Puis, mais c'était le genre de gars qui était toujours souriant, toujours de bonne humeur. C'était un bon vivant, ce qui fait que quand il est arrivé en stage dans son entreprise après une de nos formations, bien, tout le monde s'est entendu qu'il fallait qu'il lui fasse une place parce que non seulement il était compétent, mais en plus, c'est qu'il apportait tellement un vent de fraîcheur à l'entreprise, donc il l'a embauché, même s'il n'y avait pas de poste, mais il ne pouvait pas passer à côté de cette... Oui, c'est ça, de cette candidature-là. Des histoires comme ça, j'en ai plein, puis comme je disais tantôt, c'est ce qui fait ma paye, là. C'est ça qui fait... C'est pour cette raison que je me lève à chaque jour pour venir faire mon travail. Puis c'est sûr que ça doit aussi procurer un sentiment aux gens qui vous approchent de réussite, là, de rentrer dans le milieu du travail, un sentiment d'accomplissement. Puis ça doit être tellement beau à voir pour vous quand même. Oui, vraiment. Tu sais, encore dernièrement, là, il y a un de nos participants qui disait qu'on avait changé sa vie, là. Fait que des fois, je dis ça, hein, que j'ai la prétention de dire que je change des vies, mais tu sais, c'est des clients qui, des fois, nous disent, bon, cette année, grâce à toi, grâce au travail que j'ai trouvé, je vais pouvoir acheter des cadeaux de Noël à mes enfants. Tu sais, c'est plein de messages comme ça qu'on entend, là. Fait oui, vous changez des vies, oui. Clairement. Et là, on va parler de la Semaine québécoise des personnes handicapées parce que ça s'en vient, c'est au mois de juin. Qu'est-ce qui peut attendre au SDM CMO Montérégie? Bien, cette semaine-là? Pour nous, c'est toujours une semaine qui est importante. Dans le fond, on profite toujours là, de cette semaine-là pour célébrer notre anniversaire. Cette année, on invite les gens à se sensibiliser aux personnes handicapées parce qu'on souhaite qu'ils prennent leur place, évidemment. Donc, ça invite les entreprises à faire de la place aux personnes en situation de handicap. Ça invite aussi les personnes qui ont des logements. Donc, tout le monde à se sensibiliser à cette clientèle. Là. Donc, pour nous, c'est une semaine qui est toujours bien chargée, bien occupée, avec plein de belles activités chaque année. Puis, il y a un thème cette année. Oui, bien, c'est ça. Comme je disais, c'est vraiment, on invite les gens à s'ouvrir, à se sensibiliser, là, à faire la différence, là. Puis, non, là, les inscriptions sont fermées à ce jour, mais chaque année, c'est quelque chose qui revient.
vous avez des hauts emplois, c'est un stage d'1 jour? Oui, bien, le projet du haut emploi, dans le fond, c'est un beau projet qu'on fait en collaboration avec notre groupement, le ROSEF. C'est financé aussi par le ministère de l'Emploi et de la Solidarité. Ce sont des stages d'1 jour qui se déroulent dans le cadre de la Semaine québécoise des personnes handicapées. Donc, les entreprises qui ont envie de faire une différence dans la vie d'une personne en situation de handicap peuvent s'inscrire. Bon, cette année, on est trop tard parce que les inscriptions avaient lieu là, en mars et avril, mais c'est un projet qui revient chaque année. Ce sont des stages non rémunérés. Les stagiaires sont couverts par des assurances. Donc, ça peut être une belle façon quand on ne sait pas trop comment commencer ou par où commencer puis comment s'y prendre pour faire une place à une personne handicapée. Et ça aussi, on a de merveilleuses histoires, là. On a une personne qui avait fait un stage dans une entreprise qui n'avait pas nécessairement les bons diplômes pour être embauché dans cette entreprise-là, mais le temps d'une journée, il a été en mesure de se faire valoir, de faire valoir ses compétences. Puis l'entreprise, il a fait une place, puis il est en emploi depuis bientôt 3 ans, là. Donc, c'est un projet auquel je crois beaucoup. À chaque année, c'est un projet qui est partout au Québec. Donc, chaque année, j'espère que la Montérégie va faire le plus de jumelage. Je suis un peu compétitive. Oui. Mais justement, vous avez 8 points de service quand même sur le territoire. Oui, on est le plus gros service d'aide à l'emploi pour personnes en situation de handicap au Québec. Donc, notre siège social est à Longueuil, mais on a un bureau juste ici à côté, à Saint-Hilaire. Puis, on a 6 autres bureaux là, de Valleyfield à Sorel, en passant par Saint-Jean, Châteauguay, Saint-Hyacinthe, et là, j'en oublie, mais bon, Vaudreuil. Donc, et on trouve tous les détails sur notre site Web. Là. Puis, comment les gens peuvent vous aider? Bien, dans le fond, moi, je suis contente d'être ici. Je veux qu'on parle de nous. Je veux qu'on découvre nos services. J'entends trop souvent des parents d'enfants en situation de handicap qui se demandent qu'est-ce qui va arriver avec leur enfant plus tard. Donc, de savoir qu'on existe, de savoir qu'on peut les accompagner sur le marché du travail, qu'ils ne soient pas sur la sécurité du revenu pour le restant de leur jour. Ça, c'est rassurant. Fait que moi, j'ai envie qu'on parle de nous. Puis j'invite les entreprises aussi qui ont des besoins de main-d'œuvre à communiquer avec nous pour embaucher notre clientèle. Notre clientèle, elle est fidèle. C'est des gens qui sont assidus, qui sont là, qui vont demeurer longtemps en emploi. Fait que ça, c'est super intéressant pour des entreprises aussi. Puis en terminant, Madame Larrivée, qu'est-ce que vous aimeriez dire à des gens qui pourraient être hésitants, des personnes en situation de handicap, qui pourraient être hésitants à venir cogner à votre porte, peut-être à cause de gêne ou... Bien, je leur dirais de ne pas hésiter, là. Dans le fond, on est super accueillants. On est une super équipe. Donc, on est des conseillers dévoués. Donc, je les invite à ne pas hésiter. Comme je disais tantôt, s'ils ne souhaitent pas qu'on les identifie, on ne les identifiera pas. Ça, c'est des choses qu'on va régler dans le bureau avant de se rendre en entreprise. Donc, ne pas hésiter, puis foncer. On peut faire la différence dans leur vie. Donc, Madame Christine Larrivée, agente de communication et de liaison au SDEM CEMO Montérégie. Merci beaucoup d'être venue nous voir aujourd'hui. Ça me fait plaisir. La télévision communautaire autonome parle des enjeux locaux, donne une voix aux citoyens et citoyennes en plus de faire rayonner les talents d'ici. Accessible à tous, elle appartient à la communauté et donc à vous. J'ose ma télé communautaire, mon média de proximité. C'était la Semaine québécoise intergénérationnelle du Québec. C'était du 17 au 23 mai. Et pour l'occasion, on reçoit Mme Dominique Trudeau, directrice d'Intergénération Québec. Bonjour, Mme Trudeau. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. On va commencer par expliquer aux gens, c'est quoi l'organisme Intergénération Québec? C'est un organisme qui peut-être a l'air nouveau à vos oreilles, mais ça fait quand même 30 ans que ça existe. Et au départ, ça a commencé par une petite association qui s'appelait l'Amitié n'a pas d'âge. Avec les années, ça a pris de l'ampleur et on a commencé à avoir des chercheurs universitaires qui se sont intéressés aux liens entre les générations. Et éventuellement, parallèlement, on a changé de nom. On s'est appelé Intergénération Québec en voulant rejoindre le plus de monde possible partout au Québec. Donc, ça fait déjà un petit bout qu'on s'intéresse à l'idée de faire cohabiter là, des personnes plus âgées avec des plus jeunes. C'est quoi les bénéfices de faire ça? Alors, il y a des bénéfices autant chez les aînés que chez les jeunes. Alors, c'est une diminution de l'isolement, une augmentation de l'estime de soi pour les personnes âgées, là, à savoir, là,
faut que je serve à quelque chose. Et ça peut aider dans des cas de dépression même. Là, je veux dire, on pense à quelqu'un qui a eu un conjoint ou une conjointe pendant 45 ans qui se retrouve seul. C'est réapprendre à vivre seul et de pouvoir avoir des liens avec des jeunes d'autres générations. Ça redonne de la vie, ça redonne de la jeunesse. De voir des jeunes, est-ce que c'est, comme vous dites, là, ça augmente le sentiment d'utilité? Est-ce que c'est ça vraiment qui fait une différence? Est-ce qu'il y a eu des études qui démontrent cet impact-là sur la qualité de vie des gens? Oui, il y a des études qui ont été faites. Bon, il y en a eu en Europe, mais il y en a eu au Québec. C'est un domaine de recherche qui est très actif. On a des chercheurs qui viennent du monde de l'ergothérapie à l'Université de Montréal. On a des chercheurs à l'Université du Québec à Trois-Rivières et il y a tout un centre d'expertise en gérontologie au Cégep de Drummondville. Donc, c'est en ébullition. Et il y a des données qui le prouvent. D'ailleurs, c'est une section d'un outil qu'on a qui est disponible sur notre site Internet. Et on peut aller voir chaque étude. Ça peut être long, là, je ne vous le déclinerai pas maintenant, mais si les gens sont intéressés, on voit vraiment là, ces bénéfices pour telle chose. On va donner le site, c'est intergénérationquebec.org. Vous avez parlé aussi de bénéfices pour les jeunes. Ce serait quoi ces bénéfices-là, de côtoyer des personnes avec de la sagesse, de l'expérience? Vous le dites, là. Mais c'est que les jeunes sont de plus en plus dans des univers individualistes et parce que la société est prise à travailler, être efficace. Donc, les parents passent beaucoup de temps au travail, les jeunes se retrouvent plus seuls. Et quand ils peuvent avoir des activités hors écran, puis là, des fois, c'est difficile de faire le premier pas hors écran, mais ils apprécient beaucoup d'avoir des échanges avec des gens plus âgés qui ont l'expérience, mais qui ne sont pas en position d'autorité sur eux. Donc, ils peuvent se laisser aller. C'est pas papa, c'est pas maman, exactement. C'est juste quelqu'un d'autre. Oui. Puis est-ce qu'ils sont gênés au début? Comment ça fonctionne, les interactions? Est-ce qu'il y a une petite période, puis après ça, là, ça s'ouvre? Oui, bien, je dirais, oui, les adolescents, mais je ne veux pas généraliser, mais il y en a beaucoup qui sont timides de toute façon. Je veux dire, demander à un adolescent de danser ou de faire des choses comme ça, ils vont être timides au début. Ou de répondre au téléphone. Ça, c'est très drôle, mais moi, je l'ai vécu même quand j'étais jeune. Ah oui, mais OK, ça n'a pas changé, ça, c'est pareil. C'est comme, je ne sais pas pourquoi, là, c'était de la timidité. Vous avez parlé des écrans et tout. Est-ce que vous pensez que c'est une solution pour aider, justement, là, à décrocher des écrans, d'avoir des relations plus interpersonnelles, mais surtout pour les personnes âgées? Le monde actuel, est-ce que ça a un impact sur eux, les écrans? Oui, c'est sûr que ça les réconforte dans leur univers solitaire, si on veut, mais à la longue, la solitude, ça amène de l'angoisse, là, je veux dire, de l'anxiété. On en parle à tous les jours, l'anxiété des jeunes. Donc, oui, je pense que on pense à l'intergénérationnel qui aide à briser l'individualisme, mais aussi... je veux amener aussi à ce qu'on parle de bénévolat, parce que c'est quelque chose qui est assez crucial. Vous l'avez dit tantôt, quand il n'y a pas de relation employé-employeur, parent-enfant, il y a comme une liberté qui se fait. Et le bénévolat, c'est quelque chose que les personnes aînées ont découvert et qui le font aussitôt qu'ils prennent leur retraite. Mais le bénévolat chez les jeunes aussi, ça a été mis de l'avant par les écoles à projet particulier et on leur demande de faire un certain nombre d'heures de bénévolat. Mais c'est quelque chose qui apporte beaucoup de sentiments. Ça aide à construire un citoyen dans une communauté. Ça, c'est sûr. Il y a un nouveau livre, une parution, Ensemble. Qu'est-ce qui a amené à la création de ce livre-là? Et puis, qu'est-ce qu'on veut partager avec ce livre-là? Alors, à Intergénération Québec, on aime de temps à autre avoir des projets spéciaux et on a eu cette écrivaine, Gabrielle Coulombe, qui est arrivée avec cette idée. Elle avait remarqué qu'il y a des gens qui cohabitent de différentes manières partout dans son entourage.
et plus loin au Québec. Et elle a présenté un projet avec Michael Temer, qui est un excellent photographe de la vie humaine communautaire. Et ils ont lancé un appel, sont allés partout au Québec, jusqu'à Equanichit, près de Mingan, pour voir comment la cohabitation intergénérationnelle était vécue, en particulier dans cette communauté Innu, mais aussi il y a des villages, des cohabitats dans la région de Québec où est-ce qu'il y a une trentaine de familles qui ont décidé d'habiter à proximité et de mettre en commun certaines fonctions, là, soit le jardinage, soit le lavage de linge, le gardiennage des enfants. Et aussi, il y a les organismes qui vont jumeler des étudiants avec des personnes âgées qui vivent ou qui veulent continuer à vivre dans leur maison, mais bon, ils ont une chambre de plus. Ils seraient heureux d'avoir un revenu d'appoint, ou bien ils aimeraient avoir de la compagnie, ou... Donc, on fait le portrait de ces relations-là Oui. quand deux générations différentes habitent ensemble. Exactement. C'est des histoires, c'est des histoires humaines. Comment vous avez fait pour distiller là, tout ce que vous avez perçu pour en faire juste un livre? Bien, il faut vraiment donner le crédit à Gabrielle qui, elle allait les rencontrer, elle les enregistrait dans des entrevues pendant que Michael prenait des photos. Et après ça, elle distillait, comme vous dites, des récits et c'est vraiment bien écrit. On est immergé dans l'univers de ces différentes façons de cohabiter. C'est des histoires humaines. C'est disponible sur votre site qu'on l'a nommé tantôt, là, intergénérationquebec.org. Madame Trudeau, merci beaucoup d'avoir été avec nous. C'est un sujet qui touche beaucoup des personnes qui nous écoutent, puis qui peut inspirer certaines, là, peut-être à traverser cette barrière-là, là, d'avoir peur de parler à soit un plus jeune ou un plus vieux. Mais il y a des gros bénéfices qui peuvent en ressortir. Si je peux ajouter une toute dernière chose. On sait qu'il y en a qui le font déjà dans leur communauté, des activités intergénérationnelles. Alors, l'an prochain, n'hésitez pas, inscrivez-nous à notre concours. On a un concours où on remet des bourses de 1 000 $ à des groupes qui font des activités. Alors, c'est un rendez-vous. Intergénérationquebec.com. Merci beaucoup, Mme Trudeau. À la prochaine. À la prochaine. On accueille en studio Mme Lagacé qui vient nous parler d'une exposition collective à venir sous peu. Quelle est-elle? Bonjour. C'est l'atelier d'exploration artistique de Chantal, en fait. C'est des élèves de l'atelier qui ont décidé, qui m'ont proposé de faire une exposition collective. C'est venu d'eux et j'ai trouvé ça vraiment chouette. Je suis très contente de ce projet-là. Ça va être une exposition des élèves de l'atelier. Et quel genre d'exposition on peut s'attendre? Parce que là, il est question de 2 fins de semaine. Oui, c'est ça. Là, on a un petit local, donc le groupe était assez nombreux. On a réparti ça en 2 fins de semaine. Il va y avoir la fin de semaine le 30 et 31 mai et le 6 et 7 juin. Donc, les groupes sont divisés en 2. Une 21 exposants au total. Fait que ça va être une belle variété. Et pour ceux qui peuvent se présenter seulement le 6-7 juin, est-ce qu'ils peuvent aller trouver l'information pour la fin de semaine d'avant sur votre site Internet? Non, pas vraiment. Ça va être physique, c'est une expo physique. Il n'y a rien de virtuel avec les images ou quoi que ce soit, là. Fait que ceux qui sont disponibles pour le 5-6 vont pouvoir venir le 5-6. Puis... Il y a combien d'artistes exactement dans le collectif et quelle a été leur lignée de pensée pour créer cette exposition-là? En fait, ce qui arrive, c'est les ateliers d'exploration artistique. On se regroupe par session. On a plusieurs sessions par année. Et l'exposition collective des élèves, c'est vraiment des choses qu'ils ont réalisées pendant les ateliers d'exploration. Donc, on ne s'est pas donné de direction précise. C'est vraiment le fruit des explorations qu'on fait au courant de l'année, là. Donc, à quoi on peut s'attendre pour l'exposition? En fait, bon, il y a une 20-21 exposants sur 2 fins de semaine. Et ils ont fait des choix d'œuvres qu'ils ont réalisées pendant les ateliers d'exploration. Donc, il va y avoir une variété d'œuvres. Il va y avoir du fusain, de l'encre, du collage. Il va y avoir de l'acrylique. Il va y avoir toutes sortes de choses, des formats différents, encadrés, pas encadrés. Mais il va y avoir une belle variété. Ça, c'est sûr. Donc, ces personnes-là, ces artistes-là, quand ils s'inscrivent à une formation d'exploration, d'une année à l'autre, c'est complètement différent. Donc, j'imagine que tu as des artistes qui reviennent d'année en année. Oui, les gens reviennent beaucoup. Les gens ont envie de revenir.
C'est varié et c'est exploratoire. Donc, c'est vraiment, vraiment, on travaille spontanément, intuitivement. Et à chaque semaine, ils ne savent pas ce qu'ils vont faire. C'est ça le concept. Moi, je ne leur donne pas un plan de cours et dire on va faire ça comme ça c'est bien, ça c'est pas bien. C'est vraiment, moi, j'y vais avec, moi aussi, intuitivement. Puis à chaque semaine, c'est différent. Puis les gens se réinscrivent. Donc, les ateliers, ils sont différents. Ça revient aux 2 ans à peu près, les ateliers, 2 ans, 2 ans et demi, puis je les modifie, là, tu sais. Jusqu'à la création d'une exposition collective. Ben Est-ce qu'il y en a chaque année? Non, c'est la première. C'est vraiment la première fois. C'était leur idée d'arriver... Leur idée, puis ça, c'est vraiment, vraiment le fun de voir que c'est eux qui sont prêts à se dévoiler puis à montrer leur univers puis partager ça avec les gens. C'est vraiment le fun. Puis il faut être très créatif pour en venir jusqu'à... En fait, il faut se laisser le droit. Il faut Oui. se laisser le droit d'être créatif puis d'aller puiser dans nous ce qui est là puis ce qui veut sortir. Hein. C'est ça qui est le fun. Comment que... C'est très personnel. Oui. Et quel conseil que vous donneriez à des artistes qui n'osent pas encore nécessairement pousser l'art plus loin? Quel conseil vous donneriez aux artistes pour aller chercher en eux, là? Bien, faire conscience qu'on a ça en soi. Tout le monde a ça en soi, mais on est tellement restreint par des conventions, puis il faut bien faire, ça c'est bon, ça c'est pas bon, ça c'est beau, ça c'est pas beau. Ça, dans l'atelier, ça n'existe pas, moi. À l'atelier, tout est possible, puis tout est intéressant, tu sais. Ça dépend des lunettes qu'on met, puis ça dépend de la disposition qu'on a aussi. Puis plus on est dans ça, plus on a de l'ouverture, plus on est créatif, plus on a accès à un univers qu'on ne connaissait même pas qu'on avait. C'est ça qui est chouette. À un moment donné, ça devient tellement plus libre. Puis les artistes qui viennent à vos ateliers sont différents âges, j'imagine. Différents âges, différents milieux. Il y a des retraités. Le soir, c'est des travailleurs. J'ai pas beaucoup de jeunes parce qu'ils sont à l'école ou bien, des jeunes adultes. Là. Mais j'en ai quelques-uns qui viennent le soir. Oui. Puis vous offrez ces ateliers-là à l'année ou comme les gens qui écoutent l'entrevue en ce moment vont assister à l'exposition? Session d'automne, session d'hiver, session de printemps. Et puis l'été, c'est plus des petites sessions intensives puis un workshop. Mais le reste de l'été, les gens partent en vacances. C'est plus difficile d'avoir des groupes. Là. Mais puis moi, j'utilise l'atelier l'été. C'est à mon tour l'été de faire de créer. Pendant l'année, je n'ai pas cette possibilité-là de faire les deux en même temps. Ce serait beaucoup. Souvent, les artistes vont chercher à avoir un mentor ou des artistes de différents horizons pour améliorer leur art. Vous, de votre côté, comment vous avez développé votre art? Vous touchez un peu à tout là, au niveau art visuel. Bien, je dirais pas à tout, mais quand même, on explore beaucoup de choses. Mais moi, j'étais designer d'intérieur de formation. J'avais ça en moi, le côté artistique, mais c'était pas assez artistique pour moi, ça. Fait qu'à un moment donné, j'avais vraiment besoin je voyais des couleurs, j'avais besoin de sortir d'un peu plus rigide. Et puis, j'ai comme fait des ateliers avec Tania. Tania, c'est mon mentor. Tania Lebedeff, une artiste bien connue dans la région. Oui. Et ben moi, je découle de Tania. Je suis c'est moi qui ai comme repris un peu sans le savoir. Tania, je ne savais pas qu'elle était pour arrêter. Puis j'étais allée la voir, j'écoute Tania, il y a des gens qui me demandent pour prendre des cours. Moi, j'étais pour les enfants à l'époque que je voulais faire ça. Puis c'est pas ça, c'est plus des adultes qui venaient me voir. J'étais allée la voir, je disais, là, je voudrais pas qu'on se pile ses pieds. Elle dit, non, mais j'arrête. Oh, mon Dieu! Fait que ça s'est fait comme ça, puis j'avais ça dans moi, vraiment. Je souhaitais être une passeuse, moi aussi, de pouvoir offrir un lieu comme ça où les gens peuvent s'exprimer librement, juste être dans le moment présent, puis juste dans la création, de dire on essaie des choses, on fait confiance. Donc, une exposition collective à ne pas manquer, où les gens peuvent trouver les détails, à l'endroit où ça se passe, les Bien, en fait, là, il devrait y avoir un communiqué dans l'œil régional. Sinon, moi, je mets des choses sur Facebook, c'est sûr. Sur mon site Internet, je n'ai pas tant mis ça. Je pourrais peut-être. Mais ça se passe à l'atelier au 754 Chemin de la Montagne à Mont-Saint-Hilaire le 30 et 31 mai de 10 à 4 et le 6 et 7 juin de 10 à 4 aussi au 754 Chemin de la Montagne à Mont-Saint-Hilaire à mon atelier.
Eh bien, on invite tout le monde à être présent pour cet événement. Merci beaucoup pour cette entrevue aujourd'hui. Merci à vous. J'ai la chance de m'entretenir avec Dr Alexandre Mathieu, qui est médecin conseillère à la direction de la santé publique de la Montérégie. Bonjour, Madame Mathieu. Bonjour. Donc, on vous a reçu il y a quelques semaines pour discuter avec mon collègue de la rage chez les ratons laveurs et des répercussions sur les humains, dans le fond. Oui, exactement. Je suis venue en studio il n'y a pas si longtemps. Puis, pour faire un topo, là, pourquoi c'est important d'en parler aux gens de la population de la Montérégie? Bien, premièrement, la rage, c'est une maladie qui peut être que les humains peuvent attraper. C'est un virus, puis la chose à savoir quand même, c'est que c'est un virus pour lequel il n'y a pas de traitement. Donc, dès que quelqu'un commence à développer des symptômes, c'est mortel, mais il y a quand même des choses qu'on peut faire avant que ça arrive pour prévenir d'être exposé, puis prévenir de développer la rage aussi. Donc, c'est important de savoir quoi faire. Puis, comment qu'on peut l'attraper en tant qu'humain? Est-ce que c'est vraiment avec contact à l'animal? Oui, c'est ça. Ben, la plupart du temps, c'est effectivement comme ça. Donc, c'est un virus qui peut toucher tous les mammifères. Puis présentement, on voit que dans le sud du Québec, il y a des ratons laveurs particulièrement il y a un foyer de rage là, chez les ratons laveurs. Il y a aussi les chauves-souris pour lesquelles c'est endémique. La plupart des animaux sauvages, des mammifères sauvages peuvent avoir la rage. Il faut aussi savoir que si les animaux domestiques ne sont pas vaccinés, comme les chats et les chiens, eux aussi pourraient attraper la rage. Donc, tout contact avec ces animaux-là pourrait nous mettre à risque de rage. Puis les contacts en particulier qui nous inquiètent, c'est surtout les morsures, les griffures, puis même plus rarement certains types de contacts avec la salive ou le liquide neurologique là, de l'animal qui pourrait être à risque aussi. Puis pour démystifier les mythes, est-ce que on peut attraper la rage sur une carcasse d'animal? Oui, c'est possible. Donc, il faut faire attention aussi, ne jamais toucher aux animaux, pas juste vivants, mais aussi les animaux morts, les carcasses. On pourrait l'attraper effectivement. Il faut faire attention. On parle beaucoup de la rage du raton laveur, puis c'est entre autres pour ça que je suis ici aujourd'hui, mais les chauves-souris particulièrement, euh, on ne sait pas toujours s'ils sont décédés, ils peuvent mordre sans qu'on s'en rende compte, donc il faut faire particulièrement attention, mais tout animal, là, éviter de toucher directement. Puis, à quoi ressemblent les symptômes une fois sur l'humain? Bien, ce qu'il faut savoir, en fait, la chose la plus importante pour les gens de savoir, c'est que la rage peut se transmettre même si même si l'animal n'a pas de symptômes. Donc, il faut vraiment faire attention. Euh, Chez l'humain, dans le fond, si la personne se fait exposer, se fait mordre, par exemple, par un animal qui avait la rage, même s'il n'avait pas l'air de l'avoir, euh, ça peut, ça peut prendre un temps variable qui dépend de l'exposition. Puis comme on ne le sait pas exactement, des fois ça peut être quelques semaines, mais on veut vraiment, ça peut être beaucoup plus rapide, fait qu'on veut vraiment que les gens consultent rapidement. Parce que dès qu'ils commencent à développer des symptômes, donc par exemple, ils peuvent faire de la fièvre, mal de tête, la confusion, ensuite de ça, ça évolue, puis la personne peut devenir agressive, désorientée, euh, ou juste des symptômes paralytiques, là, il y a deux types. Ensuite de ça, ça évolue vraiment vers le coma puis le décès. Donc, on ne souhaite pas en arriver là. Donc, c'est important qu'avant que les symptômes se manifestent, d'aller chercher ce qu'on appelle une prophylaxie post-exposition. Donc, c'est des vaccins qui sont donnés, dans le fond, un professionnel de la santé va évaluer si l'exposition différents paramètres. Donc, si l'exposition était réellement à risque, puis prend en compte là, plusieurs éléments pour voir est-ce que cette personne-là devrait recevoir les vaccins pour prévenir la rage. Et là, on a découvert d'autres cas proches de chez nous, dans la vallée du Richelieu. C'est bien ça? Oui, exactement. Donc, tout récemment, le ministère de l'Environnement a découvert un cas à Saint-Hilaire. Juste avant ça, il y avait un cas aussi à Saint-Jean-Baptiste.
Puis, il y a eu des cas à Saint-Mathias-sur-Richelieu, à Saint-Jean-sur-Richelieu. Donc, on voit que vraiment le foyer qui était plus proche des frontières avant continue à se répandre là, vers le sud, donc en Montérégie, en Estrie. Il faut faire particulièrement attention. C'est vrai de tout le Québec. Si on se fait exposer à un animal, si on se fait mordre par un raton laveur dans tout le Québec, il faut consulter. Mais là, particulièrement, on sait qu'il y a des animaux rabiques dans les parages. Donc, il faut vraiment faire attention. Et là, la situation s'aggrave un peu. Comme vous l'avez dit, on a trouvé un cas à Mont-Saint-Hilaire, proche d'une école primaire. Avez-vous des conseils pour les parents pour essayer de sensibiliser leurs enfants à ne pas aller toucher les animaux, à pouvoir le dire aussi à un adulte s'ils aperçoivent des animaux avec des comportements étranges? Oui, bien, ce que vous dites, c'est vraiment important, là. Donc, les parents devraient avoir une conversation avec leurs enfants. euh, Parce que c'est sûr que les enfants peuvent peut-être être un petit peu plus curieux, s'approcher des animaux, pas savoir quoi faire. Donc, mais tout adulte, on souhaite éviter des expositions qui mettraient à risque de rage, autant les adultes que les enfants. Donc, ça implique de ne pas s'approcher d'animaux sauvages ou d'animaux inconnus, même par exemple, un chat errant, ou on veut vraiment rester loin. Puis, c'est ça, tenter ben, éviter, dans le fond, d'être mordu, de griffer, de se mettre à risque de tout ça. Même, comme on disait plus tôt, si l'animal est mort, on ne veut pas non plus y toucher. Euh, Puis, l'autre chose qu'on peut faire aussi pour tenter de réduire ces risques-là, s'assurer que les sources, ce qui est d'intérêt pour les animaux sauvages, soit de la nourriture, tu sais, les poubelles, ou des abris qui pourraient les inviter à rester dans le coin, qu'on ferme les abris, qu'on sécurise les poubelles. Tu sais, on veut éviter que les animaux s'approchent des centres habités. Puis, c'est important d'avoir la conversation avec les jeunes enfants, là, de leur expliquer qu'il ne faut pas toucher aux animaux, puis de le dire si jamais ils ont touché. Parce que, comme on a dit plus tôt, si jamais il y a une morsure, c'est vraiment important. Euh, S'il y a une exposition, c'est vraiment important de consulter. Donc, on peut soit aller à l'urgence, mais il y a aussi possibilité de consulter une infirmière en CLSC ou en point de service local, consulter une clinique médicale, donc les infirmières, les médecins, mais aussi si c'est difficile d'accès, là, il y a toujours Info Santé au 811 qui va pouvoir évaluer la situation puis au besoin vous diriger à une clinique ou autre. Donc, dès que en consultant rapidement, ça va permettre d'avoir les vaccins rapidement, si c'est requis. Donc, ne pas hésiter à consulter, pardon, si vous avez été exposé à un animal de la sorte. Docteur Alexandre Mathieu, merci beaucoup pour ce moment de sensibilisation et puis on suit la situation de très près. Merci beaucoup. Voilà, c'est ce qui complète l'émission pour cette semaine. Je vous rappelle que si vous avez des commentaires ou des suggestions, envoyez-nous-les à l'adresse info@tvr9.com. On remercie toute l'équipe en studio et on se dit à la semaine prochaine.